La présentation aujourd'hui s'intitule « C'est espace de liberté des cours d'eau entre fonctionnement, représentation et acceptabilité ». Moi, je suis professionnelle de recherche à l'Université Laval. Je travaille donc avec Roxane Lavoie, qui est professeure, elle, à l'École supérieure d'aménagement et de développement, puis Étienne Boucher, qui est professeur à l'UQAM. À noter aussi que ce projet-là est financé par le ministère de l'Environnement. Bon, rapidement, je vais parler un peu de la problématique, des objectifs du projet, les différentes phases du projet. C'est un projet qui se réalise en 3 phases, puis les étapes à venir, parce que présentement, je suis à la 2e phase du projet. Rapidement, les cours d'eau au Québec, on le sait tous, lieu d'importantes inondations qui vont se traduire par des pertes économiques, sociales et environnementales. Au Canada, ça représente 40% des catastrophes naturelles, alors qu'au Québec, on peut dire qu'environ 80% des municipalités ont été affectées à un moment donné, à un moment ou à un autre là, dans le temps. L'aménagement du territoire, le domaine dans lequel moi je travaille, permet d'encadrer les milieux hydriques, que ce soit par différentes lois, réglementations, par le travail des ministères. Cet encadrement-là va aider à préserver les sources d'approvisionnement d'eau potable, à réduire les impacts des activités humaines sur les écosystèmes, sur l'environnement aquatique. Mais la partie qui nous intéresse va aussi aider l'aménagement du territoire à réduire les risques d'inondation. Par contre, on se rend compte que la mise en œuvre d'actions concrètes, souvent on va les connaître, les actions pour encadrer les milieux hydriques, mais ça va s'avérer complexe à mettre en application. Premièrement, les cours d'eau, c'est actif, ça change, c'est dynamique, mais aussi parce que les actions qu'on devrait mettre en place vont souvent causer des conflits d'usage. On s'entend qu'on veut, exemple, remettre des espaces de liberté aux rivières, mais ces espaces de liberté-là vont empiéter sur des territoires agricoles, sur des résidences. Donc, il y a toujours un conflit d'usage. Puis souvent, les gens qui sont impactés vont se poser des questions directement même sur le bien fondé des mesures qu'on veut appliquer. C'est là qu'on en arrive à l'objectif du projet. On veut tenter de développer une approche qui permettrait une meilleure collaboration entre les différentes parties prenantes. Parties prenantes, on va parler autant des ministères, des MRC, des municipalités, des OBV, des citoyens qui sont impactés par les inondations. Tout ça pour tenter de mettre en place des aménagements plus résilients des cours d'eau qui vont répondre autant aux besoins de la société qu'aux besoins des écosystèmes. Tout ça, dans le fond, pour mieux faire face aux aléas. Ici, on parle d'inondation et dans mon cas aussi d'érosion-sédimentation. Le projet a 3 objectifs spécifiques qui sont chacun reliés à une phase. Premièrement, ça a été fait les 2 derniers étés par une étudiante, pas par moi. Elle a tenté de décrire la dynamique des acteurs du milieu par rapport aux enjeux d'inondation et d'érosion-sédimentation. De la façon qu'elle a fait ça, elle a réalisé un portrait des acteurs par l'entremise d'une revue de presse. C'est ce que j'appelle la phase 1. Je vais revenir là, un peu plus avec des détails tantôt. La 2e partie du projet, le 2e objectif spécifique, ce que je suis en train de faire présentement, j'essaie d'étudier les représentations que les différents acteurs se font de l'aléa, puis aussi des solutions d'aménagement qu'on pourrait proposer. Je fais ça par l'entremise d'entrevues semi-dirigées, c'est ce qu'on appelle la phase 2. Puis éventuellement, à l'automne, on va tenter d'identifier des critères qui pourraient nous évaluer l'acceptabilité sociale des méthodes d'aménagement. On va organiser des ateliers de concertation dans mes 2 territoires, c'est ce que j'appelle la phase 3. Bon, premièrement, les territoires à l'étude. Ici, j'ai une belle photo que j'ai prise de la Chaudière la semaine passée. Mon premier territoire, la rivière Chaudière, sur la rive sud de Québec. On se concentre particulièrement de Sainte-Marie et Beaudeville. C'est une rivière où les gens subissent des inondations autant par eau libre que par embâcle. Puis où les gens, on remarque aussi une récurrence là, des inondations majeures au cours des dernières années. Mon 2e territoire, la rivière Bulstrode, dans le coin de Victoriaville. On se concentre principalement dans la MRC d'Arthabasca. Cette rivière-là a énormément d'érosion. Puis la sédimentation, ça va s'accumuler dans le réservoir Baudet, qui est la principale source d'eau potable de la ville de Victoriaville, puis un peu de Plessisville aussi. L'érosion va impacter énormément d'agriculteurs qui voient leur terrain s'éroder, s'effriter au cours des années, puis il y en a qui ont quand même perdu des parts importantes de terrain, ce qui a un impact économique pour eux. Puis encore une fois, avec les changements climatiques, ce phénomène-là risque de s'accroître énormément.
Je reviens rapidement sur mes phases. La première, ça a été le portrait des acteurs avec une revue de presse. C'est déjà fini, j'ai des résultats. La phase 2, je réalise des entrevues semi-dirigées pour voir les représentations que les acteurs se font. J'aurais aimé avoir plus de résultats. Malheureusement, ça a été un peu plus long que prévu, recruter des gens qui veulent bien participer. Puis la phase 3 va être à l'automne où on va organiser des ateliers de concertation avec différents acteurs. Pour ce qui est de la phase 1, on voulait brosser un portrait des acteurs des bassins versants, autant comprendre les intérêts que chacun avait par rapport à l'aléa puis par rapport à la résolution des problèmes engendrés par l'aléa. Puis on voulait aussi voir c'était quoi les relations, autant de pouvoir, d'influence et de collaboration qu'il y avait entre les différents acteurs du milieu. Parce qu'on s'est dit que de connaître la vision des problématiques, des intérêts puis des valeurs, bien, ça allait nous aider à évaluer l'acceptabilité sociale de différentes propositions d'aménagement. Comment ça a été fait? L'étudiante qui a travaillé là-dessus a fait une revue de presse exhaustive avec le logiciel Eureka. Il a été scruté autant les journaux, les textes de loi, les sites de certains organismes, notamment les OBV, les nombreux rapports des comités d'experts. Le rapport du BAP pour le réservoir Baudet a aussi été consulté. On parle d'une période de 2 à 5 ans parce que sur la Chaudière, il y avait beaucoup plus d'articles. Donc, on s'est concentré sur 2 ans. Tandis que sur la Bulstrode, il y en avait quand même un peu moins. Donc, on s'est attardé sur une période un peu plus longue. Là, on a scruté les 5 dernières années. Toutes les informations qui ont été retenues ont été condensées dans un tableau synthèse avec des catégories comme qui étaient les acteurs, qu'est-ce que ces acteurs-là ont dit, c'était quoi leurs intérêts, quelle était leur influence par rapport aux autres acteurs, quelles étaient leurs attitudes par rapport à l'aléa, par rapport aux solutions proposées. Suite à tout ça, l'étudiante a produit comme 3 différents résultats, je pourrais dire. Elle a fait des cartes mentales avec le logiciel Xmind, où elle détaillait une carte mentale, dans le fond, qui détaillait les relations de collaboration, une les relations de pouvoir et une les relations d'influence, et ça pour chacun des 2 bassins versants qui sont à l'étude, la Chaudière et la Bulstrode. Il y a aussi eu production d'un graphique dans Excel qui illustre en même temps les forces d'intérêt, les forces d'influence et les forces de pouvoir de chacun des acteurs, puis en finalité, un rapport, dans le fond, avec les descriptions détaillées des attitudes des acteurs de chacun des bassins versants. Si on parle d'une carte mentale, ça ressemble à ça. Ça, c'est la carte des collaborations sur la rivière Chaudière. On voit le gouvernement qui est découpé en ministères, en MRC, en municipalités, les citoyens, les producteurs agricoles, les OSBL, qu'on parle des regroupements de bassins versants, du côté académique, les comités d'experts, l'UPA et compagnie. Les flèches, dans le fond, c'est les relations de collaboration. Des fois, on voit que certaines personnes collaborent avec plusieurs autres acteurs. Des fois, on voit que c'est unilatéral. Des fois, on voit que ça va dans les 2 sens. Bon, je ne présenterai pas toutes les cartes mentales, mais on voit qu'il y a ici une écologie qui est vraiment complexe là, dans les conflits. Puis que les relations peuvent aller dans différents sens, puis se faire entre différents acteurs. Rapidement, les résultats de ça, c'est que les relations de pouvoir sont très semblables entre les acteurs de chacun des 2 bassins versants. Certainement dû par rapport au cadre légal puis réglementaire qu'il y a au Québec, là, chacun a ses pouvoirs. Puis ce qu'on constatait, c'est que les ministères, les MRC et les municipalités sont ceux qui ont le plus de pouvoir dans tous les acteurs. Les relations d'influence sont aussi semblables entre les 2 bassins versants. C'est surtout les organismes de bassins versants puis les différents experts, autant indépendants qu'universitaires, qui ont le plus de pouvoir sur les autres acteurs. Par contre, où ça change, c'est les relations de collaboration. Selon ce qu'on a lu dans les revues de presse, il semble y avoir beaucoup plus de collaboration dans le bassin versant de la rivière Bulstrode. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup plus d'initiatives qui ont été mises en place pour essayer de comprendre l'aléa puis régler le problème de comblement là, du bassin versant de la rivière Baudet. Le graphique que je parlais, on voit sur l'axe des X, c'est l'intérêt, des Y, c'est l'influence, puis la grosseur du rond, c'est la force de pouvoir. Rapidement, ce qui ressort, c'est que les citoyens, les agriculteurs, les maires et les MRC sont ceux qui ont le plus d'intérêt, dans le fond, qui se sentent plus concernés par l'aléa puis les problèmes que ça engendre, que c'est les ministères puis les experts qui ont le plus d'influence. Et ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est évidemment le MANACH puis le MSP là, par les forces de réglementation. Si on parle un peu des ressemblances entre les 2 territoires, ce qui est ressorti de la revue de presse, à peu près tous les acteurs ont dénoncé les erreurs du passé qui causent encore des problèmes aujourd'hui.
on est d'accord pour dire que les phénomènes s'intensifient autant du côté de la chaudière que de la bulle Strode. J'ai marqué dragage versus solution d'aménagement résilient. C'est là qu'on voit qu'il y a un gros clash. C'est tout ce qu'on a ressorti quand on parle des MRC, des maires et tout ça. Ces gens-là veulent souvent, les agriculteurs veulent aller du côté du dragage des deux rivières, alors que le ministère de l'Environnement, lui, parle plus de solutions d'aménagement résilient. C'est ce qui fait que c'est probablement difficile à date de trouver un terrain d'entente, vu le nombre d'acteurs différents, puis vu de leur vision, qui est souvent aussi diamétralement opposée entre le dragage pur et dur, puis des solutions plus résilientes. Ce qui est ressorti aussi des revues de presse, les gens disent qu'il y a eu un manque d'action du MELCC, du ministère de l'Environnement, puis que les municipalités et les MRC ont très peu de ressources pour essayer de régler ces problèmes-là, de faire quoi que ce soit. Les différences, les enjeux, on s'entend que la chaudière, c'est des inondations en eau libre et en embâcle. Ça arrive rapidement, soudainement, puis ça dure un certain temps, puis après l'eau se retire. Puis sur ce territoire-là, les citoyens ont eu de l'aide pour se relocaliser. Par rapport à la bulle Strode ou l'érosion des terres, puis le réservoir du comblement, mais ça se fait lentement dans le temps. C'est moins perceptible, si on veut, là, quand on fait une revue de presse. Puis pour le moment, ces gens-là n'ont eu aucune aide qui a été fournie. Si on parle plus spécificité, on s'entend que le bassin versant de la rivière Chaudière est un peu plus en milieu urbain. On a qu'à passer à Beauceville, Saint-Joseph, Sainte-Marie. Il y a plusieurs villes un peu plus populeuses, tandis que le bassin versant de la rivière Bull-Strode est vraiment en milieu agricole, boisé même. De ce qu'on a lu dans la revue de presse, c'est que les relations seraient beaucoup plus tendues sur la chaudière par rapport à des solutions d'aménagement résilient. Les gens veulent encore plus draguer, mettre des estacades, y aller de ce côté-là. Alors que sur la bulle Strode, les gens semblent plus enclins à collaborer, puis il y a une meilleure adhésion de la population en général, on parle des riverains et des agriculteurs aussi, vers des solutions d'aménagement résilientes. Si je conclue rapidement sur ma phase 1, il y a tellement d'acteurs à considérer quand on parle d'aménagement du territoire puis des cours d'eau, puis il faut aussi tenir compte que ces acteurs-là sont dans un réseau complexe d'interactions. Chacun a sa vision des choses. Puis cette divergence-là d'opinion explique probablement pourquoi on arrive difficilement à trouver un terrain d'entente sur ce qu'on va appliquer comme méthode d'aménagement. Puis il y a aussi plein d'enjeux, autant socio-économiques qu'environnementaux, qu'il faut considérer dans la prise de décision. Puis les gens n'ont pas tous le même intérêt face à tout ça. Donc, c'est ce qui m'amène à la phase 2, où j'essaie de comprendre les représentations justement que les acteurs se font des deux différents aléas dans les deux différents bassins versants, puis des solutions d'aménagement résilient. Comment je vais y arriver? Là, je suis en train d'en faire. J'en ai 4 de réaliser à date, des entrevues semi-dirigées. Je vais en faire, j'ai dit 10 à 15, mais j'aimerais au moins une douzaine là, par bassin versant. Entrevue généralement d'1 heure. Les gens qu'on a ciblés pour réaliser cette entrevue-là, parce qu'au travers de la revue de presse, on s'est rendu compte que la population générale avait peut-être pas eu tant son mot à dire à date. Donc, les entrevues, je les fais avec des agriculteurs, avec des riverains, autant qui sont encore en zone inondable et qui ont été relocalisés. Je les fais avec des propriétaires de commerce aussi. Puis, pour aller chercher la mémoire à long terme, je vais aller présenter le projet dans les résidences pour personnes âgées, là, très autonomes, pour cibler des gens qui ont vécu en zone inondable puis qui sont maintenant partis de leur résidence puis qui pourraient me parler, là, s'ils ont vécu là 20 ans, 30 ans, 40 ans, de ce qui s'est passé, de leur représentation, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils auraient aimé voir mis en place et tout. Pour sélectionner les participants, suite à la demande du comité éthique qui me demandait d'y aller le plus possible par le recrutement indirect avant d'aller vers le recrutement direct, j'ai travaillé avec différents partenaires qui, eux, m'ont aidé à faire du recrutement. J'ai contacté les instances du MAMACH régional, les MRC, les municipalités concernées, les UPA des 2 régions, des regroupements de femmes, les organismes de bassins versants, comme je disais, les résidences pour personnes âgées, les groupes conseils en agriculture. Tous ces gens-là ont essayé de m'aider pour le recrutement en publiant sur leur page Facebook, en envoyant leur réseau, leur conseil d'administration, un dépliant que j'avais fait là, pour faire le recrutement. Puis malgré plusieurs relances de moi vers ces organismes-là, ces partenaires-là, puis de eux vers les gens qui connaissaient, j'ai eu très, très, très peu de réponses, ce qui fait que là, on est entré dans le recrutement plus direct. Il y a 3 semaines, je suis allée directement sur le terrain. Je suis allée porter cogner de porte à porte, faire porter des dépliants, expliquer le projet aux gens. Certaines municipalités m'ont même donné des numéros de téléphone de gens qui avaient ciblé, donc j'ai fait des téléphones. Et à partir de là, ça a déboulé. J'ai 4 entrevues de fait. J'en ai d'autres
de planifier. Les agriculteurs, mais comme il fait beau ces temps-ci, ils sont au champ, donc ils me reculent toujours l'entrevue d'une semaine à l'autre. J'ai bon espoir d'en faire plusieurs avec les agriculteurs la semaine prochaine avec la pluie annoncée. Donc, ce qu'on veut savoir par ces entrevues-là, on veut comprendre la perception que les riverains et les agriculteurs ont autant face à l'aléa que par rapport à l'acceptabilité de différentes mesures d'adaptation qu'ils connaissent et que je leur présente aussi pendant les entrevues. 5 minutes. 5 minutes, OK, parfait. On étudie les perceptions, la vulnérabilité, leurs craintes, leurs attentes, puis comment ils perçoivent les solutions d'aménagement résilient. J'ai fait un questionnaire pour m'assurer du bon déroulement. Dans le fond, c'est des entrevues semi-dirigées. Je les laisse beaucoup parler, discuter, mais le questionnaire sert à recadrer puis à m'assurer que je discute de tous les points que je veux discuter. À peu près 60 minutes, je les enregistre pour les retranscrire en verbatim, puis éventuellement l'analyse thématique avec NVivo. Très, très préliminaire. Comme je dis, j'ai fait 4 entrevues sur la chaudière. Les 4 personnes ont dénoté des frustrations immenses par rapport au ministère de l'Environnement en me disant, les 4 personnes m'ont tous dit qu'ils ont l'impression que les poissons, la sécurité des poissons, la survie des poissons passe avant leur sécurité à eux. Puis que le ministère bloque tous les projets qu'eux ont proposés, que la municipalité, que la MRC peut proposer. C'est ce qu'ils m'ont dénoté. Ça peut changer. Là. Je vais en faire beaucoup d'autres. Puis il y a aussi de l'insatisfaction par rapport au ministère de la Santé publique, puis les programmes d'aide qui ont été notés. Là, les gens ont senti beaucoup d'injustice, ont senti qu'on les poussait à se relocaliser. C'est pour ça que je parle un peu de manque de communication. Les gens n'ont pas tous bien compris c'était quoi le programme, comment c'était appliqué, qui avait droit, comment c'était distribué. On m'a aussi parlé peu de présence des représentants ministériels sur place. Qui ont été visibles tout de suite quand l'aléa s'est produit, puis par après, on les a à peu près pas revus. Tout s'est fait par courriel, par téléphone, que personne n'est retourné voir comment ça s'était déroulé. Moi, ce que j'ai constaté aussi, c'est un certain manque de connaissances puis d'éducation sur les mesures d'atténuation. Tout ce que les gens me parlaient, c'était de dragage comme solution. Puis quand je leur présentais d'autres solutions plus résilientes, des villes éponges, les espaces de liberté, des mesures sur les maisons, les gens ne semblaient pas connaître ça plus que ça. Puis ce qu'on m'a dit aussi, c'est bien, les spécialistes viennent chez nous, mais on ne nous écoute pas. La rivière, on la connaît. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on habite devant, qu'on la voit tous les jours, qu'on la voit bouger. Puis on la connaît, notre rivière, puis personne ne prend ça en considération. Donc, étape à venir, bien, pour cet été, je continue mes entrevues semi-dirigées. Je continue à faire après ça, c'est les retranscriptions, les analyses. Puis à partir de l'automne, bien, on organise les ateliers de concertation. On avait passé un par bassin. Mais avoir les réponses, les gens avec qui j'ai parlé au téléphone, tout le monde veut y participer, puis il semble avoir quand même une certaine grogne. Donc, on va en organiser certainement de 3 à 4 par territoire, puis rédaction finale. L'étape 3, comme je dis, c'est identifier, formuler des critères pour évaluer l'acceptabilité sociale des solutions d'aménagement résilient par les ateliers de concertation. Puis une fois qu'on aura connu les résultats des 3 phases, donc les relations entre les personnes, les représentations que les gens se font et les critères d'acceptation d'évaluation pour l'acceptabilité des différentes mesures, mais on pourra tenter de produire, de penser à une démarche là, qui va pouvoir favoriser l'adhésion de tout le monde pour mettre en œuvre les solutions d'aménagement qu'on connaît. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie, pour une présentation qui certainement est supportée par beaucoup d'émotions dans les entretiens, de ce que je comprends. Tout à fait. Parfait. Fait qu'on a du temps pour des questions, commentaires, discussions, soit par enlevant la main, soit par en utilisant le fil de discussion. J'ai vu, Simon, que tu avais levé la main. Bonjour tout le monde. Non, en fait, j'avais applaudi, petit emoji qui applaudit. Mais oui, j'avais pensé à lever la main. En fait, c'est moins une question qu'un commentaire pour Mme Bouchard. C'est que, en fait, moi, je travaille au Saguenay sur le cas de la rivière à Mars, puis mon projet est en tout point semblable à celui que vous avez un peu dans 2 autres bassins versants. En fait, c'est juste quelques mots qui sont différents, mais le titre de mon projet, c'est le développement d'une approche participative pour la restauration des cours d'eau. Donc, c'est vraiment, on essaie de développer une approche aussi avec des bonnes pratiques, des outils de concertation et de communication pour favoriser l'adhésion d'une population dans un bassin versant des projets de restauration. On ne parle pas nécessairement d'espace de liberté, mais de retirer des enrochements ou potentiellement démanteler un barrage vraiment pour redonner une continuité sédimentaire à la rivière. Donc, je travaille aussi avec une cartographie des acteurs. J'ai tout un paquet de discours en ce moment puis de représentations à analyser. J'ai parlé après de
de 200 personnes dans les derniers mois. Donc, pour dire si ça vous tente de faire une rencontre ou d'en parler, je pense qu'on peut faire une expérience croisée entre ce que vous faites et les problèmes qu'on a à la rivière à Mars. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être semblables, je pense, en termes de frustration, de représentation de l'érosion des berges, des risques d'inondation. Donc, je pense qu'il y aura un parallèle à faire là. Merci Simon pour ton commentaire, puis pour la main tendue pour des discussions futures. J'ai deux questions, Alexandre et Yves Saint-Jacques ensuite. C'est Yves. Merci Mélanie pour ta présentation. C'est un truc assez bref, mais je voulais savoir, est-ce que dans le projet, tu as remarqué que vu qu'il y a de plus en plus de ministères qui s'impliquent dans le coin de la Chaudière, notamment le MAMACH avec ses bureaux de projet, est-ce que cette multiplicité de ministères qui s'impliquent, ça l'a un peu aidé les choses ou ça a rendu les choses encore plus complexes d'après ce que tu as entendu? C'est difficile à dire. Si je compare, par exemple, par rapport à la Bulstrode, parce que la Bulstrode, je n'ai pas encore commencé les entrevues. Ça a été plus long à démarrer. Mais comme je dis, de ce que j'ai entendu, c'est que les gens ont l'impression que les ministères ne sont pas présents. Tu sais, dans les entrevues, ce n'est pas les MRC, ce n'est pas les municipalités, c'est vraiment la population en général. Fait que c'est les gens qui ont vécu les inondations. Fait que de ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont l'impression que les différents ministères ne sont pas présents ou très peu présents, qu'ils vont là quand l'inondation arrive puis qu'ils ne les revoient plus par la suite. Merci. Parfait. Merci Mélanie, Alexandre. Monsieur Saint-Jacques. Oui, bonjour. C'était super intéressant, Madame Bouchard. Petite question. Est-ce qu'on peut faire un lien donc entre le pouvoir d'influence que les municipalités ont et les leaders régionaux, MRC, préfets et autres? Donc, par exemple, on aurait un maire, agriculteur, qui serait conscientisé aux mesures d'atténuation et de l'effet positif de la mobilité, de remettre un lit à un endroit, pourrait donc avoir une influence sur ses citoyens et ses collègues agriculteurs, dans le sens que si on a un fonctionnaire ou même les experts qui passent et qui essaient d'influencer à favoriser les mesures d'atténuation, ça reste que, comme vous avez mentionné, le pouvoir, c'est le municipal qui l'a dans l'influence. Donc, il y a peut-être le mauvais, je dirais, il y a peut-être est-ce qu'on peut faire un lien entre le porteur de la proposition, du message d'atténuation, qui n'est pas le mauvais véhicule, c'est comme si on ne donnait pas la job de vendre le produit à la bonne personne. Si on veut avoir de l'influence, il faut convaincre le municipal que ce n'est pas le dragage la solution, c'est des mesures. Est-ce qu'on peut faire un lien comme ça? Je pense que oui, parce que pour vrai, les gens disent que eux la connaissent, la rivière, puis que les experts qui arrivent ne l'ont pas vécu, ils l'ont pas vu évoluer de jour en jour pendant 30 ans. Fait que j'ai vraiment l'impression que si c'était justement un maire agriculteur ou un conseiller agriculteur ou juste un porteur de projet local qui habite le territoire, qui travaillait de pair avec les experts, je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact sur l'acceptabilité sociale des mesures. Je pense, à date, comme je dis, j'ai 4 entrevues de faites. J'ai la revue de presse que j'ai lue, que je n'ai même pas fait moi-même, là, mais j'ai tout lu au complet, là, tout ce que l'étudiant avait sorti. Mais j'ai vraiment l'impression que s'il y avait un porteur de projet local avec tout ça, qui embarquait du côté des mesures d'aménagement résilience, ça aurait un impact sur l'acceptabilité de la population. Merci Mélanie. On a le temps pour un dernier commentaire court. Moi, j'ai une question en fait, Mélanie, parce que ouais. Il y a une différence entre la Bulstrode et la Chaudière dans l'arrivée des bureaux de projet, qui sont plus en lien avec la sécurité civile, là, certainement, puis qui visent à évaluer le risque préliminaire, si on veut, puis guider des actions puis des interventions. Est-ce que l'arrivée du bureau de projet, tu penses que ça pourrait aider pour mieux faire connaître des solutions plus diversifiées, là, parce qu'il semblait que c'était un enjeu dans ce que tu as dit? Ben, je pense que oui, d'avoir différents acteurs. Tu sais. Puis le MAMACH regroupe aussi différents acteurs, différentes connaissances qui viennent d'un peu partout. J'ai assisté à quelques trucs qui ont été faits par le MAMACH. Tu sais. Fait que je pense que oui, avoir quelqu'un de local qui est plus impliqué, qui a toujours les 2 pieds là, ça va avoir un impact, ça va pouvoir aider. Puis ça va pouvoir un peu peut-être concerter, parce que sur la Bulstrode,
c'est vraiment tout le monde qui fait des études, puis ça n'a jamais été par rapport à l'érosion en tant que telle, c'est par rapport à la conséquence qui est le comblement du réservoir Baudet. Fait que là-bas, les gens sentent que c'est pas leur problème qu'on veut régler, c'est le problème du réservoir. Tandis qu'avec les bureaux de projet, j'ai l'impression que les gens vont éventuellement, quand ça va avancer un peu plus, avoir l'impression qu'on veut régler directement leurs problèmes à eux. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie, pour la présentation. Merci pour les questions à tous. On va passer à la troisième présentation de ce premier bloc du matin. Présentation faite par M. Feng Ding et Médéric Girard, qui nous porte de la ville